voudrais vous remercier, Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, d'avoir accepté de venir cet après-midi devant la Commission sur un sujet particulier qui est celui de la numérisation de la justice. C'est effectivement pour nous un point extrêmement important qui sans doute ne fait pas la une de tous les journaux, mais ça n'est pas l'objectif. Mais en revanche, crée des conditions de travail de nos magistrats, de nos greffiers, de nos policiers, enfin de tous ceux qui collaborent, vous êtes des avocats, de tous ceux qui collaborent à l'œuvre de justice, difficile, parfois compliquée, parfois incompréhensible. En tous les cas, traduisent d'abord une difficulté technique majeure et puis finalement une perte de temps importante dans le travail qui est à faire. Et au lieu de simplifier les choses, c'est plutôt complexifié. Je ne veux pas être long dans ce propos introductif, mais peut-être vous donner quelques éléments qui vous paraîtront peut-être un peu pessimistes, mais en tous les cas, c'est pour qu'on fixe le débat de vérité. Je sais que vous avez travaillé sur le sujet, que vous avancez, je n'ai pas de doute, mais quelques éléments de contexte. Les crédits de paiement dédiés à l'informatique du ministère s'élèvent en 2021 à 267 millions d'euros, contre 242 millions d'euros en 2020. C'est donc une augmentation très nette de 10%. En tous les cas, c'est à périmètre constant. C'est l'analyse qu'en fait la Commission. Outre 50 emplois créés au secrétariat général du ministère, un peu plus de 206 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus en 2021 au profit du plan de transformation numérique 2018-2022 contre 177 millions d'euros en 2020. Là encore, c'est un progrès incontestable. Lors de votre audition, Monsieur le Garde des Sceaux, vous aviez précisé que 353 millions d'euros de crédits de paiement auront été dépensés à la fin de l'année courante 2021 sur les 530 millions d'euros dont ce plan d'une durée de 5 ans et qui doit s'achever en 2022 est doté. Pour autant, la crise sanitaire et la Commission des lois, comme d'autres, mais singulièrement la Commission des lois, a mis en lumière quelques dysfonctionnements structurels dont souffrent nos juridictions en matière numérique, qu'il s'agisse à la fois d'équipements bureautiques ou surtout, finalement, de solutions logicielles qui, pour partie d'entre eux, sont dépassées. Nous avons constaté ce décalage, naturellement, dans les visites territoriales où nous sommes allés, dans les différents tribunaux, les relations avec les magistrats, avec les greffiers, nous ont montré des difficultés réelles, concrètes, pratiques. Et donc, nous avons été alertés comme beaucoup d'autres, mais en tous les cas, nous nous sommes nous-mêmes interrogés et surtout, nous avons constaté l'urgence qu'il y avait à faire avancer ce sujet. Je voudrais rappeler par exemple un exemple. Alors, vous me direz qu'il est choisi, évidemment, c'est le tribunal judiciaire de Lyon. Je vous prie de m'en excuser. Mais malgré tout, en mars dernier, lorsque nous y sommes allés, les greffiers nous ont alertés, par exemple, pour vous donner un exemple, nous ont alertés sur les conditions de mise en œuvre de la réforme de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, qui nécessite la transmission d'informations entre les juridictions et les caisses d'allocation familiale. Eh bien, les CAF disposent d'un outil informatique qui est assez performant, mais ils ne le communiquent pas avec notre logiciel. Quand je dis notre logiciel, c'est le logiciel WinSI TJ, et les greffiers doivent ainsi ressaisir toutes les informations permettant d'assurer l'intermédiation financière. Voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres. En matière pénale, il y a d'autres sujets de cette nature. Bon, et c'est dans ces conditions-là que nous avons souhaité, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous entendre cet après-midi, car vous nous avez annoncé un plan d'action et que la Commission des lois souhaite être informée de ce plan d'action et de connaître les moyens que vous aurez mis en place et les mesures engagées pour naturellement améliorer la situation. Je ne ferai pas l'affront, mais je le dis quand même un peu, pour que, une fois de plus, mon propos ne veut pas être désagréable. Vraiment, c'est un souci important pour nous. Les juridictions commerciales ou les juridictions administratives, les tailles sont plus petites, nous sommes tous d'accord là-dessus, sont devenues très performants et on sent cette difficulté dans les juridictions, dans l'institution judiciaire. Et véritablement, Monsieur le Garde, Madame la Ministre, il faut qu'on progresse collectivement sur ce point. C'est un service qu'on rend à nos magistrats, à nos greffiers, à nos avocats, à nos policiers,
et surtout à notre population. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Ce n'est pas ni un cri d'alarme, ni un désespoir que je vous présente, naturellement, mais c'est une volonté politique de la Commission sur ce point-là de contribuer à des avancées significatives. Voilà, Madame le Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, il y aura sans doute des questions qui viendront au cours de nos débats. Je peux en avoir quelques-unes, notamment sur l'organisation au sein du ministère pour piloter cette numérisation de notre justice, en tout cas, non pas qu'elle ne le soit pas, mais les améliorations que vous souhaitez, bien sûr. C'est aussi des questions comme la signature électronique des actes en matière civile et pénale, des choses en fait en réalité assez concrètes. Voilà, je crois que le mieux c'est de vous laisser la parole. Madame Verrien, peut-être vous souhaitiez intervenir avant ? Comme vous voulez. Écoutez, moi je propose qu'on laisse la parole à Madame la Ministre et Monsieur le Garde des Sceaux, puis Madame Verrien, vous... Bien, Monsieur le Président, Madame Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Ni cri d'alarme, ni cri de désespoir, et vous avez raison de ne pousser ni l'un ni l'autre, Monsieur le Président, parce que nous sommes en train de progresser, nous avançons à grands pas, et je le dis immédiatement et d'emblée, c'est une volonté farouche pour moi de faire avancer le numérique. Vous l'avez dit, c'est un outil essentiel pour les magistrats, pour les greffiers, pour les avocats, pour les huissiers aussi, nous en reparlerons, mais pour le justiciable. Quand le justiciable peut remplir par le truchement du numérique son dossier d'aide juridictionnelle, ou quand il peut avoir accès aux différentes étapes de la procédure civile, c'est pour le justiciable quelque chose d'absolument essentiel. Alors, je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour l'organisation de cette audition, en compagnie de ma collègue Madame Amélie de Montchalin. Cette audition s'inscrit bien sûr dans une logique d'information du Parlement qui a été la mienne dès le vote du budget 2021. Et au regard de l'importance des enjeux de la transformation numérique de la justice, j'ai mis en place de façon informelle un rendez-vous biannuel de suivi de la transformation numérique de mon ministère entre d'une part les rapporteurs budgétaires de la mission justice des commissions des finances et des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale et d'autre part les services du ministère de la Justice spécifiquement en charge de ces questions. Et la première édition de ce format s'est d'ailleurs tenue le 5 février dernier. Lorsque j'ai pris mes fonctions en juillet de l'année dernière, nous sortions d'un premier confinement qui avait fortement affecté le ministère de la Justice. Les défis à relever étaient de taille, avant même d'engager les grandes réformes que je porte aujourd'hui devant vous. J'ai bien sûr constaté l'investissement des services et des agents pour relever les défis de cette crise. Et je veux ici saluer les efforts considérables de tous les professionnels de la justice pour se relever et déployer les moyens numériques qui permettent à l'institution judiciaire et qui a permis à l'institution judiciaire de fonctionner durant cette période. Grâce à ces efforts, je le dis, toutes les missions de la justice ont pu être maintenues à l'occasion du second confinement. L'engagement de la chancellerie dans sa transformation numérique est total. J'en veux pour preuve, mesdames et messieurs les sénateurs, l'investissement budgétaire réalisé chaque année en la matière, avec une ambition portée à, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, 232 millions d'euros pour 2021. On va le dire, c'est un effort sans précédent en matière numérique pour la justice, et ce, sans même parler du plan de relance. Je souhaite vous exposer les trois grandes orientations que je porte pour une numérisation réussie de l'administration de la justice. Premièrement, nous allons d'abord réaliser un effort inédit de mise à niveau des équipements du ministère. La modernisation des infrastructures du ministère nous est apparue indispensable, bien sûr, pour améliorer la qualité et la fiabilité des services numériques existants. La crise sanitaire a fortement accéléré ces travaux et j'entends bien sûr poursuivre cet effort en 2021 et en 2022. Et pour cela, j'ai obtenu un financement à hauteur de 5 millions d'euros au titre du plan de relance. Face à cette crise,
la première urgence, je devrais dire la toute première urgence, était d'augmenter massivement les capacités de connexion au réseau du ministère de la Justice. En quelques semaines, elle est passée de 2000 accès simultanés à plus de 30 000. Les sites équipés en fibre optique sont passés de 198 en 2017 à 979 en 2021. Une augmentation significative de la dotation en équipement a été réalisée ces derniers mois. Nous sommes passés de 7 500 ordinateurs portables en 2017 à 44 000 en juin 2021. 100% des magistrats sont équipés. 39,5% des fonctionnaires de greffe et 41% pour les autres fonctions. Et prochainement, 6 000 ordinateurs portables seront distribués, prioritairement bien sûr, aux greffes. S'agissant de l'accès aux applicatifs métiers, il convient de préciser que les 3 applications essentielles pour la justice pénale, Cassiopée, API et le casier judiciaire, sont désormais accessibles à tous et à distance. Les applicatifs nécessaires au traitement à distance des contentieux civils sont également ouverts et je peux annoncer que depuis mai 2021, 100% des juridictions civiles ont un accès en ligne à leur logiciel métier. Nous avons aussi continué à travailler pour rendre accessibles à distance de nouveaux applicatifs, en particulier ceux des cours d'appel et des juges pour enfants statuant en assistance éducative. Une expérimentation est actuellement en cours, elle est menée à Metz, avec de premiers résultats qui sont particulièrement encourageants. Par ailleurs, le ministère travaille au déploiement des autres outils numériques au profit de tous les utilisateurs. Premièrement, la visioconférence, avec près de 2500 visioconférences déployées. Deuxièmement, la communication électronique avec les partenaires. En mai 2021, sachez qu'une convention nationale vient généraliser et simplifier la communication électronique pénale entre les juridictions et les barreaux. Je pense en particulier à l'outil Plex, qui permet la communication électronique de procédures avec les avocats, avec l'envoi dématérialisé de près de 400 000 procédures l'an passé. Nous devons avoir, Monsieur le Président, un souvenir commun, c'est l'époque de la photocopie des dossiers, 3 francs la page. Il fallait 6 mois pour obtenir une copie de dossier. Ça se fait maintenant en un clic. Et c'est un outil facilitant la communication, bien sûr avec les huissiers, dont j'ai parlé tout à l'heure un instant. Et cet outil est également en cours d'expérimentation. Troisièmement, des bornes Wi-Fi ont été déployées, passant de 433 en 2017 à 4200 en 2021. Quatrièmement, mes équipes ont travaillé afin de disposer d'une signature électronique équivalente à la signature manuscrite papier, ayant la même force probante pour pouvoir dématérialiser les dossiers de procédure. Les premiers déploiements réalisés avec succès ont d'abord eu lieu sur la procédure pénale numérique. Sur les 24 sites bénéficiant de la numérisation des procédures correctionnelles, la signature manuscrite est remplacée par la signature électronique pour tous les actes qui y sont établis. Et enfin, récemment à Paris, le jugement relatif à l'affaire du Mediator a ainsi été signé électroniquement pour faciliter son envoi électronique à des milliers de parties civiles. Deuxièmement, j'ai souhaité ensuite fixer un cap très clair, recentrer les trajectoires des grands projets numériques sur la justice du quotidien avec un bénéfice immédiat pour le justiciable.
Les réformes législatives, l'émergence de nouveaux projets, la crise sanitaire, les difficultés inhérentes à tout projet informatique ont pour partie bouleversé le déroulement du plan décidé en 2017. Actuellement, les moyens donnés, à savoir 260 emplois dédiés au plan de transformation numérique et un budget d'investissement de 530 millions d'euros sur 5 ans, sont affectés à plus d'une centaine de projets d'ampleur très diverses. Pour y mettre bon ordre, j'ai souhaité prioriser 12 projets afin de placer au cœur de notre stratégie numérique le bénéfice immédiat pour le justiciable. Je pense par exemple à la dématérialisation de la procédure pénale, plus connue sous le nom de programme PPN, la dématérialisation de l'aide juridictionnelle, le logiciel Parcours à disposition des éducateurs de la PJJ pour mettre en œuvre le nouveau code de justice pénale des mineurs, la justice civile numérique, la dématérialisation de la gestion du TIG. Je souhaite m'arrêter un instant sur le programme PPN. La procédure pénale peut être entièrement numérique de bout en bout, c'est-à-dire depuis la plainte de la victime jusqu'au jugement. C'est un gain de temps et d'effort pour tous les professionnels du droit, notamment pour les avocats qui peuvent disposer plus rapidement des procédures nécessaires à la défense des intérêts de leurs clients. Et c'est aussi un net allègement des formalités qui pèsent au quotidien sur les policiers, les gendarmes, qui sont dispensés désormais d'établir des copies de leurs procédures. C'est également bien sûr un gain pour les fonctionnaires de greffe qui assument actuellement des missions d'archivage, de manutention et de reprographie. Le PPN s'articule autour de plusieurs phases. L'automatisation du traitement des procédures sans poursuite dans toutes les juridictions métropolitaines d'ici décembre 2021. Pour autoriser l'enregistrement sans manipulation humaine de près de 2 millions de procédures par an, ainsi que l'information des victimes des suites données à leurs plaintes. Concrètement, parce qu'au fond c'est ça qui compte, les usagers pourront obtenir en ligne le résultat du traitement de leur plainte. À ce jour, elle a été déployée dans 61 tribunaux. La numérisation des procédures correctionnelles au sein d'une quarantaine de juridictions afin d'y tenir d'ici mars 2022 des audiences correctionnelles numériques. La signature manuscrite est remplacée par la signature électronique. Elle a été déployée dans 24 tribunaux. Les Outre-mer bénéficieront évidemment du déploiement de la PPN. Elle sera par exemple installée à Saint-Pierre-de-la-Réunion dès cet automne. Les services de la PPN seront disponibles dans toutes les juridictions de France d'ici décembre 2023. J'ai souhaité mettre en place une maîtrise des coûts et faire évoluer les méthodes de travail. Ces efforts sont menés de manière coordonnée, en lien étroit avec les services de Madame la Ministre, la transformation et la fonction publique, que je veux ici chaleureusement remercier pour son aide et ses conseils précieux. Les mesures nouvelles de suivi des projets sont mises en œuvre avec le développement d'un outil de comptabilité analytique. Et le ministère de la Justice s'est rapproché de la DINUM du ministère de l'Intérieur afin de capitaliser sur de bonnes pratiques en interministériel. Avec l'organisation de revues de projets sur les 12 projets phares du ministère. Enfin, pour mener cette transformation, le ministère de la Justice n'a pas hésité à se faire accompagner. Je l'ai dit, avec l'appui de Madame la ministre de la Transformation publique, et à ma demande, le Premier ministre a accordé un financement supplémentaire de plus de 53 millions d'euros. D'autre part, la collaboration étroite des services de nos deux ministères nous permet d'envisager que le ministère de la Justice puisse, sur le long terme, assumer ses responsabilités avec ses propres compétences. En ce qui concerne le pilotage, Monsieur le Président, des chantiers numériques, un pilotage externalisé pourrait en apparence présenter des avantages. Avantage de la rapidité, de l'agilité nécessaire à notre transformation numérique. Toutefois, et vous le savez bien,
Comme cela a été rappelé par la Cour des comptes dans son rapport sur les grands projets numériques de l'État, il convient de garder un bon équilibre, un juste équilibre entre internalisation et externalisation. La maîtrise technologique ne suffit pas. La connaissance des métiers est, à mon sens, tout aussi essentielle pour réussir notre transformation numérique. Et c'est en travaillant en proximité avec le terrain, les greffiers, les magistrats, les tribunaux, les agents de l'administration pénitentiaire, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, que nous réussirons notre transition numérique. Je tiens donc à ce que le ministère conserve son autonomie numérique. J'ai réalisé 50 recrutements nouveaux au sein du secrétariat général pour le numérique à cette fin. Enfin, j'ai souhaité valoriser le respect de 3 grands principes en réaffirmant le rôle clé du ministère de la Justice à l'ère du numérique. La justice est une institution humaine. Sa transformation numérique doit y contribuer en la rendant plus accessible, plus lisible pour nos concitoyens, en leur assurant les mêmes garanties de droit que la procédure soit numérique ou en papier. Vous le savez, la protection des données est un enjeu majeur pour tous nos concitoyens. Je veille à ce que tous les traitements de données à caractère personnel donnent lieu à une information et une voie de recours pour tous nos concitoyens. La mise en œuvre de l'open data des décisions de justice est tout aussi capitale. Le numérique, c'est aussi le moyen de rendre la justice plus transparente et accessible. Et dès cet automne, l'open data des décisions du Conseil d'État et de la Cour de cassation favorisera l'accès au droit. À terme, et au plus tard en 2025, seront concernées plus de 350 000 décisions annuelles pour l'ordre administratif et plus de 3,5 millions de décisions pour l'ordre judiciaire. Je veille enfin tout particulièrement à l'inclusion de tous les citoyens et au risque d'exclusion lié à la fracture numérique. Les efforts menés pour l'inclusion des personnes en situation de handicap doivent également être menés en matière numérique et pour cela, un audit sur les démarches en ligne de mon ministère a été réalisé et un travail engagé pour favoriser leur accessibilité. Partout sur le territoire, les points justice ont été intégrés au France Service, permettant à chacun de trouver au plus près de chez lui l'appui dont il a besoin pour ses démarches numériques. Je suis, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, préciser mes propos, et si vous me le permettez, je cède immédiatement la parole à ma collègue. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Garde, cher Éric, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, et Madame la rapporteure. D'abord, vous remercier de l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui d'échanger sur un sujet qui est, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, au cœur des préoccupations des Français et que je peux témoigner être au cœur des préoccupations du gouvernement dans son ensemble, et donc une préoccupation qui est partagée par votre commission. La transformation numérique des services publics est une priorité et elle concerne en premier lieu le service public de la justice et nous y travaillons en étroite collaboration, comme l'a rappelé le garde des Sceaux, avec une relation, comme il l'a dit, chaleureuse, précise et sur lesquelles, vous allez voir, nous sommes en plein alignement avec la stratégie numérique plus générale de la transformation publique que je porte. C'est un enjeu majeur parce que derrière le numérique, au fond, c'est l'effectivité de l'accès aux droits et de l'accès aux services publics, et donc de l'accès à la justice qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est une conviction que nous partageons avec le garde des Sceaux, car c'est un élément fondamental du pacte républicain et une condition essentielle du bon fonctionnement de l'État de droit. Et donc cette transformation tient une place particulière dans le chantier majeur de la modernisation de l'administration que je conduis au sein de ce ministère de la transformation et de la fonction publique, et qui réunit, comme vous le savez, pour la première fois, dans une même maison, la gestion des ressources humaines, les outils numériques de travail des agents et donc des usagers, et la transformation des organisations publiques. Tout d'abord, je tiens à vous dire que cette numérisation des services publics est une priorité de la transformation des administrations pour ce quinquennat. Le constat est quand même assez simple. Les Français peuvent faire leurs courses sur Internet, payer leur abonnement en ligne, préparer leurs vacances depuis chez eux, mais vous devez encore trop souvent réaliser des démarches administratives en papier ou se déplacer pour aller déposer un dossier auprès d'un service public.
Nous ne pouvons pas nous y résoudre et nous devons donc faire entrer totalement nos services publics au XXIe siècle en y mettant l'énergie, la méthode et les moyens nécessaires. Le président de la République nous avait fixé un cap en 2017, c'est qu'en 2022, l'ensemble des démarches numériques qui correspondent aux services publics du quotidien des Français soient accessibles en ligne. Le garde des Sceaux l'a souligné, cette ambition s'est vue réaffirmée par la crise sanitaire qui est venue renforcer les attentes de nos concitoyens pour des services publics de qualité, plus proches, plus efficaces. Et cette crise nous a conduit, comme le garde l'a rappelé également, à accélérer de façon très significative les chantiers que nous avions engagés. Donc, le ministère de la Transformation et de la Fonction publique a la responsabilité du numérique de l'État. Il est donc au cœur de cet engagement ambitieux de numériser tous les services publics du quotidien et doit s'assurer de sa déclinaison dans tous les périmètres ministériels. En tant que ministre, je dois donc exercer une pression amicale sur mes collègues ministres, n'est-ce pas, cher Éric, mais surtout apporter un réel soutien humain et financier pour accompagner ces transformations qui sont particulièrement lourdes pour les organisations, et je vais y revenir. Pour que les citoyens, les parlementaires, l'ensemble des acteurs puissent suivre la mise en œuvre de nos engagements, je publie de manière totalement transparente, tous les trimestres, un point d'avancement sur la numérisation des 250 démarches les plus usuelles des Français dans tous les domaines. La dernière publication était en avril, la prochaine aura lieu en juillet, et vous pouvez être certain, Monsieur le Président, que je vous en transmettrai une copie pour que vous voyez les progrès et la situation. Alors, en termes de progrès, en 2017, 63% seulement des 250 démarches dont nous parlons étaient accessibles par une biais numérique. Aujourd'hui, nous en sommes à 83%. Nous visons 100% en 2022. Mais il faut bien avoir en tête que ce qui compte, c'est surtout la qualité. Et donc, d'ailleurs, nous obligeons d'une certaine manière à ce que l'ensemble de ces démarches ait un bouton qui s'appelle « Je donne mon avis » pour nous assurer que ceux qui pratiquent ces applications puissent nous dire s'ils les ont trouvées simples, ergonomiques et faciles à utiliser. Aujourd'hui, la note donnée par les Français à ces 250 démarches en moyenne est de 7,3 sur 10. Nous pouvons donc faire mieux et nous rappeler qu'aujourd'hui, 80% des premiers contacts entre un usager et l'administration, 80%, se fait en ligne, sur un site internet, un mail ou une application mobile. Je tiens ici néanmoins à apporter une précision. L'enjeu n'est pas de tout passer sur un format numérique et de passer un formulaire papier à un formulaire numérique. Plus fondamentalement, le numérique participe vraiment à renouveler le rapport qu'ont nos concitoyens avec l'administration, et notamment en facilitant le partage de données. Le garde des Sceaux en a parlé, notamment, vous en avez parlé aussi sur les enjeux de la CAF, par exemple, et de l'institution judiciaire. Tout ce que nous pouvons faire pour faciliter cette circulation des données, le pré-remplissage des formulaires, bien sûr en respectant pleinement la protection des données personnelles, nous le faisons pour l'aide juridictionnelle, notamment en pré-remplissant les ressources grâce à des données déjà connues par l'État. J'aurai le plaisir de revenir ici au Sénat demain dans le cadre du projet de loi 4D et de pouvoir exposer en plus grand détail une disposition qui, à ce titre, nous aidera à faire circuler ces données de manière beaucoup plus efficace et donc à simplifier la vie des usagers. Je tiens enfin à souligner que le numérique doit être un facteur d'efficacité de nos services publics et en aucun cas se développer au détriment du maintien d'un accès diversifié aux services publics sur tout le territoire. Cet accueil peut être un accueil physique, un pont téléphonique, et je sais que vous êtes, en tant que représentant de ces territoires, très attachés. Le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que pour atteindre ces objectifs très ambitieux, mais réalistes, nous avons mis en place une vraie stratégie de transformation numérique que je voudrais vous présenter pour voir comment celle de la justice s'insère dans un cadre plus large. Je l'ai présentée le 4 mars dernier. D'abord, à qui nous adressons-nous ? Au fond, il y a trois publics. D'abord, il y a le citoyen, et dans le cas présent, le justiciable, qu'il soit une entreprise, un particulier ou une association. Et donc, c'est d'abord pour eux et avant tout que nous travaillons. Le deuxième public, si je peux l'appeler ainsi, pour lequel nous travaillons, c'est l'agent. C'est ces hommes et ces femmes, dont j'ai la charge en tant que ministre de la fonction publique, qui parfois ont été un peu délaissés, le numérique prenant souvent le visage de celui de l'usager, beaucoup moins de celui qui était derrière le guichet virtuel ou réel. Trop souvent, d'ailleurs, les agents ont vu le numérique comme une contrainte, voire une menace, alors que s'il est correctement déployé, si l'accompagnement nécessaire est prévu, et on le voit avec les greffiers, les magistrats, tous les agents qui travaillent au quotidien, c'est un réel gain de productivité, de conditions de travail et d'efficacité.
Le garde des Sceaux l'a rappelé, la première chose que nous avons fait, d'améliorer l'équipement. Nous avons déployé 185 000 ordinateurs portables dans le champ interministériel en 1 an, entre mars 2020 et 2021, c'est-à-dire ce que nous avions prévu de faire en 4 ans. Et donc cette accélération, nous devons bien sûr la poursuivre, notamment pour simplifier les procédures, réduire l'usage du papier, développer la signature électronique, comme l'a rappelé le garde déjà dans un certain nombre de domaines. Et je sais que vous y travaillez, cher Éric, avec tout votre ministère, avec beaucoup de conviction. Et puis, troisième public, au fond, auquel nous nous adressons, ce sont les partenaires de l'action publique, ce sont ceux qui contribuent au service public. Parfois, on parle d'État plateforme. Et donc, rappeler que l'action publique, ce n'est pas que l'État. Le service public de la justice dépend de professions réglementées, comme le sont les avocats, les huissiers, les notaires, et qui donc doivent pouvoir être pleinement associés à cette transformation. Les 3 enjeux, maintenant, en termes d'objectifs, sont très simples. Qualité, transparence, souveraineté. Qualité, c'est-à-dire que nous devons avoir une expérience numérique pour les usagers, pour les outils internes des agents, qui permettent de la simplicité, de la productivité et donc un meilleur service. Transparence, comme l'a rappelé le garde des Sceaux, c'est l'enjeu de l'open data. Nous avons souvent eu une culture administrative trop verticale, trop centrée sur l'État. L'ouverture, c'est donc l'ouverture des données. Et nous avons, avec le Premier ministre, réaffirmé dans l'ensemble des champs ministériels, après un rapport parlementaire d'Éric Bothorel en particulier, que nous avions pris la décision d'ouvrir 60 nouveaux jeux de données particulièrement demandés en 2021, la carte scolaire des collèges, les fichiers fonciers des personnes morales, les données d'information routière en temps réel. Évidemment, c'est un enjeu important pour le ministère de la Justice comme pour tous les autres ministères, et là aussi nous y travaillons. Troisième enjeu, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est à la fois s'assurer que l'on garde la main sur les solutions que l'on achète et que l'on développe, c'est aussi garder la main sur nos usages en matière de données personnelles. Le 17 mai dernier, avec Bruno Le Maire et Cédric O, nous avons présenté la stratégie d'hébergement et de cloud. J'ai acté que les administrations devaient mobiliser les technologies d'hébergement au meilleur niveau technologique, mais à 2 conditions extrêmement strictes qui, je crois, seront particulièrement importantes pour la commission que vous présidez. D'une part, une protection de haut niveau sur les enjeux de cybersécurité, et d'autre part, une protection contre toute règle extraterritoriale, afin de s'assurer que les données restent sur le territoire européen. Et je pourrais revenir sur cette stratégie en matière de cloud, évidemment, si vous le souhaitez. C'est un sujet qui est particulièrement prégnant dans la justice, car les attentes de nos concitoyens en matière de protection de leurs données sont personnelles, sont très légitimes, puisque c'est un domaine éminemment régalien. Le garde des Sceaux vous a dit à quel point, effectivement, il y était sensible et attentif. Troisième point que je voudrais maintenant détailler, c'est le fait que mon ministère déploie des moyens inédits en appui de tous les autres ministères, notamment dans le cadre de la relance. Quand je suis arrivée en juillet dernier, j'ai vraiment souhaité renforcer les moyens dédiés à la transformation numérique de l'État. J'ai obtenu une enveloppe dédiée dans le cadre du plan France Relance. Et donc, je tiens à vous dire que jamais autant de moyens humains, financiers et en méthode, je vais y revenir, n'ont été déployés pour le numérique de l'État. Il y a des moyens budgétaires, notamment les 700 millions d'euros du Fonds pour la transformation de l'action publique, lancé par le Président de la République dès le début du quinquennat, qui a notamment financé au ministère de la Justice la procédure pénale numérique ou le système d'information de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Ces crédits, c'est aussi donc 1 milliard d'euros du plan de relance destiné à la transformation numérique des administrations d'État. 500 millions sont répartis entre les ministères, 500 millions sont à la main de mon ministère, répartis avec 208 millions pour faciliter l'amélioration de la qualité des outils des agents. C'est notamment avec ces montants que nous avons pu améliorer le débit du réseau de plus de 800 services et juridictions du ministère de la Justice, le garde des Sceaux l'a rappelé. C'est également 204 millions plus précisément, d'amélioration des services pour les usagers. Et là, c'est là que nous numérisons les démarches. Par exemple, la saisine du tribunal de proximité pour le contentieux locatif. Et 88 millions destinés à la transformation du numérique des collectivités territoriales. Et je sais votre attention sur cette question. Derrière les moyens, il y a aussi une méthode, notamment la méthode du suivi de nos réformes prioritaires, que je réalise en toute transparence via le baromètre des résultats de l'action publique sur le site du gouvernement. Je remercie le garde des Sceaux d'avoir placé une réforme emblématique de son action, qui est le suivi du travail d'intérêt général. Demain,
Également, l'accès à l'aide juridictionnelle sera sur ce site internet du gouvernement, disponible. Et dès aujourd'hui, vous pouvez vous y rendre et vous aurez précisément le nombre de postes de travail d'intérêt général proposés en tant que peine, département par département. Pour transformer, là aussi, l'ingrédient essentiel, je crois que c'est très important de le rappeler, ce sont toujours les hommes et les femmes qui conduisent le changement. Ce sont donc les agents publics. C'est la raison pour laquelle, comme l'a rappelé le garde des Sceaux, entre externalisation et internalisation, nous portons une stratégie très ambitieuse de recrutement des ressources humaines adaptées que nous cherchons, notamment, et j'ai présenté une stratégie pour l'ensemble de la filière numérique publique le 20 mai dernier, en me rendant d'ailleurs dans une école d'ingénieurs informatiques. Nos 4 enjeux, c'est l'attractivité, à la fois en termes de recrutement, en termes de positionnement des postes, de marque employeur, c'est la diversité, notamment la féminisation des profils que nous recrutons, s'assurer que les modalités de recrutement soient simples, et notamment que nous proposions des grilles salariales adaptées à la concurrence du marché de l'emploi et du travail en France, et enfin une formation des agents tout au long de leur carrière, que ce soit dans la filière numérique ou en dehors. Enfin, mon ministère a un rôle particulier pour développer des outils et des services numériques mutualisés et essentiels. Je vous donne l'exemple de France Connect. France Connect, c'est 500 000 utilisateurs en 2007, c'est 23 millions aujourd'hui. France Connect, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de récupérer en toute sécurité votre certificat de vaccination. Mais c'est également ce qui vous permet de faire votre procuration pour les élections. Et ce sera évidemment, à chaque fois et au plus vite possible, accessible dans l'ensemble des démarches numériques du ministère de la Justice. En conclusion, je tiens à vous dire que, comme vous l'avez souligné, mesdames et messieurs, et madame la rapporteure spéciale, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des projets, évidemment, du ministère de la Justice. Le garde des Sceaux a été extrêmement précis. Et vous le voyez, nous sommes sur un schéma de développement et d'avancée qui font que les échéances dont nous parlons ne sont plus dans 7 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Elles sont à 6 mois, 9 mois, 12 mois. Notamment sur la procédure pénale numérique, l'aide juridictionnelle ou encore le travail d'intérêt général. Là aussi, le garde des Sceaux le sait, toutes mes équipes sont en plein soutien de cette accélération qui est portée, assumée et soutenue. Et donc en conclusion, en un mot peut-être plus politique, le but, ce n'est pas d'avoir un numérique subi, c'est d'avoir un numérique choisi, et donc de faire du numérique un canal d'accès additionnel en complément des guichets et des autres canaux que sont le téléphone ou les accueils physiques. Le but n'est pas d'avoir une justice 100% dématérialisée, mais d'offrir à ceux qui le souhaitent et à ceux qui le peuvent la capacité de réaliser leur démarche en ligne. C'est la raison pour laquelle je soutiens évidemment tout ce qui concourt à mettre les points justice au sein des maisons France Service. Ce sont ces 1300 lieux d'accueil en France aujourd'hui, bientôt 2000 en 2022, qui permettent à chaque Français de trouver au même endroit les impôts, les allocations familiales, Pôle emploi, l'assurance retraite ou encore le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice n'a jamais eu 2000 points d'accueil. Grâce à France Service, ce sont 2000 lieux à moins de 20 minutes de chaque Français qui lui permettent d'avoir un accès à un ministère qui est essentiel, on l'a dit, au pacte républicain. Et puis, dernier point que je voulais citer, c'est que nous avons annoncé avec le Premier ministre le 5 février dernier que nous allions, au cours de l'année 2021, nous assurer que toutes les démarches proposent un numéro de téléphone de support. Quand on est perdu, un peu désorienté au milieu d'une démarche, qu'on puisse avoir quelqu'un en ligne qui vous accompagne. Voilà, donc en conclusion, vous le voyez, la transformation numérique du ministère de la Justice s'inscrit donc dans l'ambition de transformation de nos administrations que nous portons collectivement. C'est un sujet qui est revu chaque trimestre au Conseil des ministres, la transformation numérique de l'ensemble des ministères. Nous voulons vraiment concrètement améliorer le service public du quotidien des Français, renforcer l'efficacité de notre action publique. Le chantier engagé est important, mais au regard de la qualité de la coopération entre mon ministère et la chancellerie, nous ne pouvons qu'espérer, et même avoir la ferme conviction, que les objectifs fixés soient atteints dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais. Là aussi, je vous remercie de votre attention et suis désormais à votre entière disposition. Merci, Madame la Ministre. Bien, je vais donner la parole à Madame Dominique Vérien, et puis ensuite à Monsieur André Reichart, puis Madame Marie Mercier, ensuite Madame Nathalie Goulet, puis notre collègue Tani Mohamed Soili, mais qui est en visio. Et puis d'autres, s'ils le souhaitent, Monsieur Bonnecarrère après. On fera peut-être par nombre de 3, pardon. Merci, Monsieur le Président.
Donc, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux. Comme vous le disiez, Monsieur le Président, effectivement, nous nous intéressons de près au fonctionnement de la justice et assez rapidement, lorsque nous avons regardé les problèmes budgétaires et que nous sommes allés dans les différents tribunaux, le souci informatique est apparu. Et évidemment, pendant la crise, est apparu encore un petit peu plus fort. Je dois vous avouer, puisque nous allons régulièrement dans ces tribunaux, et moi plus particulièrement à celui d'Auxerre, que nous voyons une réelle progression en termes de matériel. C'est assez clair, effectivement, ils reçoivent. Alors, c'est pas allé aussi vite que ça avait été annoncé, d'ailleurs, puisque à un moment où 50% des greffiers étaient censés être équipés, ils ne l'étaient pas. Mais on voit que ça arrive progressivement et même avec une vision un peu qui a évolué. Et notamment, aujourd'hui, quand un agent reçoit un ordinateur portable, il n'a pas forcément un ordinateur fixe en plus à côté. Je pense que c'est plutôt intelligent et que ça prend en compte la façon dont on travaille maintenant. Et à mon avis, ça va permettre de déployer plus rapidement plus d'ordinateurs à plus d'agents. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, côté matériel... Effectivement, ça va, mais là où ça pêche toujours, et là où nous sommes, le sujet sur lequel nous sommes plus penchés, c'est pas tant encore le justiciable que réellement l'agent. Et donc pas tant le matériel, puisque effectivement ça a bien évolué, que le logiciel. Et là, il est vrai, le président l'a cité tout à l'heure, nous étions à Lyon, et quand on a regardé pour la réforme de l'intermédiation, vous parliez d'échange de données, là il y a des interfaces à trouver, parce que le greffier, la greffière là, en l'occurrence, qui nous montrait concrètement comment rentrer un dossier, elle a une famille avec le père, la mère et 3 enfants. En fait, elle est obligée de tout retaper. Et pour chacun, pour peu qu'il y ait des procédures différentes pour les enfants ou pour la mère, elle doit tout retaper de nouveau sur le deuxième dossier. Et en plus, si jamais elle s'interrompt en cours de route, elle perd tout, puisqu'il n'y a pas de possibilité de sauvegarde intermédiaire. Donc c'est une petite complication. Autre exemple, sur le logiciel, alors bon, Cassiopée, c'est vrai que nous en avions un peu ri avec son WordPerfect qui est abandonné depuis 30 ans, sauf au ministère de la Justice, et donc mais qui bug encore, indépendamment même de WordPerfect. Et là, on a vu une greffière également essayer de rentrer une peine avec, par exemple, la prison ferme, plus sursis, plus une obligation de soins. On l'a vu effectivement noter bien l'ensemble, sauf que dans la saisie, au résultat, il manquait l'obligation de soins. Et donc, il a fallu qu'elle aille bidouiller le système pour pouvoir obligatoirement mettre et que ça s'imprime, effectivement. Donc, en fait, c'est vrai que ça ne prend pas... c'est que des petits embarras, mais chaque embarras prenant 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, et puis une certaine lassitude des agents, très clairement, et on comprend qu'à la fin de la journée, en fait, ils ont juste envie de jeter leur ordinateur. Parce que c'est trop compliqué, vraiment, ça manque de plasticité, et donc voilà. Est-ce que sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment des petites choses mais essentielles à améliorer, donc qu'est-ce qui est prévu? J'avais une autre question sur Junip, qui est abandonné, alors a priori pour plus de proximité, de ce que j'ai entendu, mais aussi peut-être pour des problèmes techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il semble quand même que c'était attendu par certains tribunaux. La signature électronique, vous nous avez répondu, 24 tribunaux, les juridictions l'attendent aussi. Le point justice dans les maisons France Service, je pense que c'est un projet plus qu'une réalité aujourd'hui. Et comment ça va fonctionner? Parce qu'aujourd'hui, là pour le coup, je peux le voir sur Lyon, ils n'ont pas un magistrat à mettre derrière pour pouvoir répondre aux questions potentielles des différentes maisons France Service qui seront dans le département.
Et ensuite, pour terminer sur une note positive, effectivement, nous étions à la réunion, ma collègue Agnès Canaillé et moi-même, le 5 février, où nous avons pu voir la mise en place des tiges, enfin de la visualisation des tiges. Et donc là aussi, il y a des avancées, on peut le noter, mais par contre, ce qui bug toujours, quoi. Donc il y a un vrai travail. Merci Madame. Monsieur Reichart. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, je suis sénateur alsacien. Voilà. Et à ce titre, bien sûr, mon département a les mêmes attentes, du moins, je le pense, les mêmes attentes que le reste du territoire français en matière de numérique, naturellement. Sauf que chez nous, nous avons en plus un droit local alsacien-mosellan. Et vous avez compris que vous connaissez, bien sûr, Monsieur le Garde des Sceaux, c'est pas fait pour spécialement simplifier la situation. Et la question que je voulais vous poser concerne précisément les applications relatives à ce droit local alsacien-mosellan. J'en veux pour preuve, vraiment simplement à titre d'exemple, ce qui se passe avec le registre des associations d'Alsace et de Moselle, qui est différent du répertoire national des associations de droit général. Ce registre des associations est tenu par voie électronique, mais contrairement au répertoire national des associations, il n'est pas accessible par Internet pour simplement une inscription d'une association ou alors des modifications d'une association inscrite. Et alors, en plus, il n'est pas consultable. Ces données ne sont pas consultables par Internet non plus. Alors, il nous paraît naturellement souhaitable que le système national du répertoire national des associations soit étendu aux associations de droit local. À ma connaissance, toutes les questions de principe et financières sont déjà tranchées. Donc ma question elle est très simple. Monsieur le Garde des Sceaux, pourriez-vous simplement examiner cette affaire et la faire avancer, si possible, puisque nous avons le sentiment que dans l'état actuel des choses, ce n'est pas en bonne voie. Pour faire très court, une dernière question à Madame la Ministre chargée de la transformation numérique. Vous avez dit tout à l'heure que le taux de, entre guillemets, de satisfaction des usagers avait été traduit par une note, à savoir 7,3 sur 10. Est-ce que je peux me faire l'interprète des 2,7 de la note, correspondant naturellement à des problèmes qui nous remontent, sinon je ne vous en parlerai pas. Et manifestement, il y a encore un souci en ce qui concerne l'accompagnement d'une partie de la population. Je ne parle pas du personnel dont vous avez amplement traité, d'une partie de la population qui ne trouve pas, pour 36 000 raisons, on peut parler là de rupture, comme vous le savez, fracture numérique, etc., qui ne trouve pas la solution à leur sollicitation numérique pour 36 000 raisons, peut-être liées à la culture, à l'âge, enfin peu importe, mais le souci existe encore. Hein. Madame Dominique Vérien a cité quelques exemples, existe encore à cet égard. Donc dès lors que vous aurez, comme vous en avez naturellement l'intention, mis en œuvre cet important plan numérique dans ce pays, j'ai bien noté que vous aviez prévu de pas simplement mettre en place une stratégie numérique en remplacement de tous les contacts. J'ai bien noté ce que vous disiez, Madame la Ministre, encore de l'accueil physique, encore un numéro de téléphone dont vous parliez tout à l'heure qui pourrait... c'est certainement ce qu'il faut faire, mais je ne pas du tout polémique parce qu'on m'a dit ça, lorsqu'on se branche sur, par exemple, pour simplement, on sort de la justice là, hein, obtenir un permis de conduire et que tout en bas il est indiqué que si c'est pas possible de le faire par voie numérique, il est possible d'aller en préfecture
pour avoir un accompagnant en préfecture qui va vous aider à... la personne qui va en préfecture pose plusieurs fois la question de savoir où est le référent. Enfin bon, sans esprit de polémique. Donc, moi, je souhaite simplement qu'effectivement, on prenne en compte tous ces besoins qui, naturellement, nous sont relayés, vous le disiez tout à l'heure, par des élus locaux. Hein, c'est bien. Et si vous mettez en place un numéro de téléphone support, Madame la Ministre, puis-je vous demander d'éviter taper 1 pour, taper 2 pour, taper 3 pour, taper 4 pour, ou alors pire encore, l'attente de 5 minutes sans jamais avoir de personne. Je ne dis pas que ça se passe, mais ça se passe ailleurs. Voilà, bon. Merci de votre écoute. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux. J'ai été, comme vous, bien évidemment, et comme tous, extrêmement catastrophée par l'affaire de Mérignac. Cette affaire est très significative. Elle est tellement significative qu'une mission d'inspection a été diligentée pour essayer de tirer au clair cette affaire-là, qui a montré plusieurs dysfonctionnements dans la transmission de l'information entre la police et la justice. En effet, cette pauvre femme avait porté plainte. Son mari violent était recherché par la police et cet individu, 2 fois, a répondu à des convocations de l'administration pénitentiaire sans être inquiété. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Garde des Sceaux, que des outils informatiques plus performants auraient pu éviter ce drame? Ou est-ce que vous croyez que le monde de la justice et celui de la police sont hermétiques de façon presque philosophique? Et quelles évolutions vous prévoyez pour éviter que de telles défaillances se reproduisent, pour éviter de tels drames? Merci, Madame Mercier. Madame Goulet, puis ensuite je donnerai la parole au ministre et on recommencera les questions ensuite. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux. Moi, j'ai une petite série de questions. La première, ça fait longtemps que les juges des tribunaux de commerce attendent une adresse justice.fr. Donc, ils la réclament, ils l'attendent, ils sont sur leur boîte personnelle. Ça pose un certain nombre de problèmes. On en avait parlé lors du budget. Est-ce que votre ministère avance sur ce dossier relativement important? La seconde chose, c'est que vous avez évidemment parlé souveraineté et vous avez également parlé de protection. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que pour ces dossiers, vous avez recours à des cabinets privés? Parce qu'on a vu récemment, notamment le ministère de la Santé, avoir recours à des cabinets extérieurs pour faire ce type d'évaluation. En ce qui concerne la souveraineté, le ministère de la Santé, notamment en matière de cloud, avait recours à l'expertise de cabinets extérieurs. Vous avez noté que vous aviez engagé une 50aine de personnes sur ces dossiers au ministère, donc vous le traitez bien en interne, j'ai bien compris. Merci de me le confirmer. Et puis, la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a un impact financier au niveau de l'ensemble des fichiers? Est-ce qu'il y a un impact financier des difficultés liées au Brexit? Parce que l'année dernière, on ne l'avait pas, mais cette année, on l'a. Et donc, est-ce qu'il y a des impacts du Brexit sur tout le système informatique et numérique du ministère? Merci, Madame Goulet. Écoutez, je donne la parole au ministre dans l'ordre qu'il le souhaite. Monsieur le Garde des Sceaux. Je vais d'abord commencer, une fois n'est pas coutume, par répondre à la dernière question qui m'est posée. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait un impact du Brexit sur le développement numérique à la chancellerie, mais pour être tout à fait complet et ne pas vous frustrer, je vais faire regarder cette question de près. J'aurai l'honneur et le plaisir de vous répondre. Je n'ai pas entendu parler de ça et j'ai la faiblesse de penser que si tel avait été le cas, j'aurais été informé d'une difficulté. D'autant que j'ai à connaître d'un certain nombre de difficultés inhérentes à la décision qu'ont pris nos amis anglais, en particulier en matière de mandat d'arrêt, en matière également de procédure civile, de convention de La Haye, de mandat d'arrêt européen. Donc j'ai à ma connaissance un certain nombre de questions et celle qui vous préoccupe ne fait pas partie
des informations que j'ai reçues. Mais je veux quand même être précis et vérifier. Je veux également répondre à monsieur le sénateur Reichardt, dont je sais que vous êtes alsacien. Je sais d'autant plus que j'avais lu dans un article des DNA, Dernières Nouvelles d'Alsace, que vous m'imputiez la fin de la commission, ce qui était une erreur. Si, c'était une erreur, parce que ce n'est pas moi qui ai... Mais j'ai l'article, mais je n'entends pas polémiquer, tout le monde peut se tromper. Mais moi, je n'étais... Non, mais tout le monde peut se tromper, je n'étais pas à l'origine de cela. J'ai au contraire tout fait pour restaurer cette commission, parce que je suis attaché au droit local d'Alsace-Lorraine, et j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'aller le dire à Strasbourg, notamment à la préfecture. J'avais d'ailleurs chargé la préfète du Bas-Rhin, Madame Josiane Chevalier, de piloter un certain nombre de réunions qui devaient nous permettre de restaurer cette commission si chère au cœur des Alsaciens et des Mosellans. J'ai reçu dès à présent en avril dernier un rapport. Il propose la recréation d'une commission sous un nouveau format, avec un rattachement au Premier ministre, une composition rénovée, des attributions et une organisation renforcée. Mes services, monsieur le sénateur, travaillent actuellement à la rédaction du projet de décret qui s'inspirera de ces préconisations. Et je pense qu'un avant-projet devrait pouvoir être circularisé très très prochainement, en tout cas avant l'été, pour être soumis à l'arbitrage du Premier ministre. Mais soyez-en certains, cette question, nous la regardons de près au ministère de la Justice, parce que nous nous étions engagés évidemment à redonner vie à cette commission importante. Je suis interrogé, bien sûr, Madame la sénatrice Mercier, sur les féminicides. Vous me posez une question singulière et infiniment délicate. Aurait-on pu éviter ? Je ne peux pas répondre à cette question, tant il est vrai qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. On peut d'autant moins la réécrire que ça ne vous a pas échappé. Au fond, par les temps qui courent, on a une vision fait diversière de la justice, exclusivement fait diversière de la justice. Au fond, on en demande davantage au ministère de la Justice qu'on pouvait le faire il y a 10 ans ou il y a 15 ans, puisque on lui demande non seulement de compter les crimes, de les juger bien sûr, mais également de les compter. Et chaque fois qu'un crime est commis, c'est la faute du ministère de la Justice. Grosso modo, c'est une caricature, mais elle a naturellement, vous le savez, des buts politiciens. Et certains s'en sont emparés, vous le savez, je ne m'arrête pas là-dessus. Moi, je veux quand même vous dire que nous sommes au rendez-vous des efforts que nous avions promis de faire. Qu'il s'agisse des téléphones grave danger, qu'il s'agisse des bracelets anti-rapprochement, qu'il s'agisse des ordonnances d'éloignement. Je ne vais pas redonner les chiffres. J'ai donné un coup de patte la fois dernière en disant mais quand même ces bracelets anti-rapprochement ne peuvent pas rester dans les tiroirs. On en a augmenté l'utilisation de 100%. Et donc je me félicite d'avoir fait ça dans une circulaire comminatoire. J'ai constaté également que les téléphones grave danger avaient été distribués par la chancellerie, utilisés, sans doute mieux utilisés que les bracelets anti-rapprochement, parce que les magistrats se sont davantage emparés de cet outil. Il est plus ancien. Il faut le dire, on l'oublie souvent. Le bracelet anti-rapprochement, parfois, il n'est pas posé parce que la victime ne souhaite pas qu'il soit posé. Il faut aussi le dire, ça. Ce sont des choses que l'on oublie parfois. Et je veux également vous dire que de la même façon que, bien sûr, on ne réécrit pas l'histoire, il y a une plateforme qui est le réceptacle, vous le savez, de ces appels et de ces alertes. Et les chiffres qui nous sont donnés sont très impressionnants. Et je pourrais presque dire, ça n'est sans doute pas le cas, parce que, par exemple, le téléphone grave danger, vous avez parfois un coup de stress de la victime qui ne correspond pas forcément à une menace, mais on évite beaucoup de crimes, beaucoup d'agressions, qui ne feront, Madame la sénatrice, et vous le savez, jamais la une des journaux. Jamais. Et je redis que la chancellerie a été au rendez-vous de ses obligations légitimes, en distribuant ces outils dans toutes les juridictions. Et
en demandant aux juridictions qu'elles les utilisent au mieux et au maximum. Maintenant, vous avez raison, quand on regarde à notre demande d'ailleurs, demande du ministre de l'Intérieur, de moi-même, de Marlène Schiappa, une inspection conjointe, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, il y a un certain nombre de dysfonctionnements dont nous avons demandé, pour aller jusqu'au bout du processus, s'ils étaient ou non constitutifs d'une faute déontologique. Nous aurons la réponse à la fin de ce mois. Mais pour autant, un certain nombre de dysfonctionnements ont été dès à présent, mis en lumière. Oui, il y a des problèmes de coordination. Et le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice conduisent des travaux visant précisément à améliorer la prise en charge des victimes, notamment pour les faits de violence conjugale. C'est le ministère de l'Intérieur qui pilote le dossier. Nous avons déjà une plateforme de signalement qui est disponible pour les seules violences sexuelles et sexistes. Nous souhaitons élargir cette plateforme et des travaux sont en cours. Le portail existant sera rebaptisé PNAV, Plateforme nationale d'aide aux victimes, et verra son périmètre étendu à d'autres infractions que celles dont je viens de vous parler, dans le souci qui est évidemment le vôtre et que j'entends. Il est indispensable que les services se coordonnent davantage et qu'on ne laisse pas passer des informations qui sont capitales. De là à répondre à votre question, je ne m'autoriserai pas à le faire. Aurait-on pu éviter peut-on éviter et tout éviter? On essaie bien sûr de faire au mieux avec ces outils, mais vous n'empêcherez jamais un fou furieux de s'affranchir et d'une ordonnance d'éloignement et d'un bracelet et des règles que fixe le bracelet anti-rapprochement ou le téléphone grave danger, malheureusement. Voilà ce que je peux répondre sur ces questions. Je souhaite évidemment répondre aussi, bien sûr, à Madame la sénatrice Dominique Vérien. Point justice, c'est 1992 point justice. C'est pas une illusion. C'est pas deux mots et deux mots en l'air. C'est une réalité. Bon, moi, je suis allé en visiter, intégré à France Service, où effectivement, Madame la ministre, chère Amélie, vous l'avez rappelé, il y a tout sur place, si j'ose dire. Ça s'adresse, et c'est ça qui est beau dans cette aventure des points de justice, à des gens qui sont défavorisés, souvent fragiles. Il y a des gens qui sont surinformés et de leurs droits et qui se débrouillent seuls. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Et là, dans ces points de justice, on y retrouve une espèce de, comment puis-je dire, délocalisation de la justice, succursale, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tous les cas, on y rend la justice. Et une maison France Service dans ma commune, je peux vous assurer qu'il faut qu'ils aient un interlocuteur en face et qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient un interlocuteur au niveau du... Non, mais ça ne peut pas être toute la journée, ça ne peut pas être un permanent, mais il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Il y en a 1992, je tiens la liste à votre disposition. Et par ailleurs... nous avons, en doublant le nombre de délégués du procureur, permis à des délégués du procureur d'aller là où les infractions de basse intensité sont commises. Et d'ici quelques jours, j'aurai l'honneur, d'ailleurs, je l'indique, d'avoir les retours d'expérience de cette justice de proximité 1, si j'ose dire, parce qu'il y a 1 pénal et 2 civil, et nous auront un certain nombre de chiffres. Et je pense que ce sont des chiffres qui vont nous encourager dans cette voie de la justice de proximité, avec une délinquance de basse intensité qui n'était plus souvent traitée. Alors ensuite, vous m'avez parlé de 2 situations où, à l'évidence, ça ne marchait pas trop bien. Bon. Et où le greffier me dites-vous bidouiller pour faire rentrer je ne sais plus quoi. Bien. Alors, je voudrais quand même vous dire qu'on a mis en place, au ministère de la Justice, une veille pour que justement il n'y ait plus ces bidouillages. Elle est en place. Et les agents, greffiers, magistrats qui ont recours aux applis numériques, plutôt que d'essayer de rentrer à toute force et de bidouiller, ils appellent, ils ont une réponse.
ça répond, j'espère, Non, ça ne répond pas à votre question. Et si, on a fait ça exprès, justement, pour éviter les couacs. Alors, il y a... parce que sur une politique d'ensemble, moi, je veux bien que vous me citiez 2 couacs. Une dame qui n'a pas su rentrer une peine. Bon, je ne sais pas comment... En fait... Oui, mais ce que rencontrez-les. Oui. En fait, comme c'est en permanence, ils n'appellent pas en permanence. Ils ne peuvent pas avoir... Non, réellement, il y a des dysfonctionnements récurrents. Oui, d'ailleurs, du coup, je précise sur Cassiopée qu'on ne peut pas avoir de statistiques et que, du coup, ils prennent les statistiques de la gendarmerie ou de la police quand ils en ont besoin. Enfin, voilà, il y a quand même des dysfonctionnements récurrents. Oui. Madame la sénatrice, je suis absolument désolé de vous dire que, au soutien des utilisateurs, nous avons mis en place un point d'entrée unique de déclaration et de suivi des incidents pour l'ensemble des agents du ministère. Bon. Et donc c'est pour répondre à ces histoires. Alors il y a une difficulté que vous évoquez, c'est vrai, c'est le problème entre la CAF... Oui. Mais en réalité, il n'y a pas de lien direct d'échange entre Wincy et le portail de la Caisse nationale. C'est un choix de sagesse tient à l'ampleur du chantier et des risques inhérents au transfert de données. Mais, pour vous rassurer, on travaille très étroitement sur cette question précise pour régler la difficulté. Mais moi, je ne souhaite pas que ceux qui nous entendent pensent que ces 2 exemples noircissent l'optimisme qui est le mien et qui n'est pas un optimisme béat quant au fonctionnement du numérique dans notre ministère. Parce que, et je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas la méthode Coué, nous avons d'abord fait des efforts considérables et que nous avons des choses qui fonctionnent bien. La TIGIP, ça fonctionne bien. Ce qui permet aux familles de détenus de prendre contact avec l'administration pénitentiaire pour les parloirs. J'ai des retours et des familles et de l'administration pénitentiaire pour me dire que c'est fantastique. Et il y a un certain nombre de choses. Dès à présent, je ne vais pas reprendre l'ensemble de mon discours, mais moi je veux bien qu'un jour dans votre territoire, un greffier n'ait pas su rentrer une peine et vous ait dit mon truc ne marche pas, mon ordinateur, etc. Je vous ai d'ailleurs donné les chiffres des portables que nous avions distribués. Oui, d'accord, mais moi, pardon. Mais d'accord. Paris, Lyon, Auxerre, c'est déjà... Non, vous ne pouvez pas me dire Paris, Lyon, Auxerre. Qu'il y ait eu un incident à Paris, un incident à Lyon et un incident à Auxerre, ça ne peut pas ternir la politique pénale qui est conduite par le ministère en matière de numérique. Parce que c'est pas vrai. Parce que si on joue, c'est pas un match de foot, mais enfin, si on joue incident contre choses qui fonctionnent bien, je vous garantis que le ministère de la Justice gagne une écrasante... un score écrasant. Moi, j'ai tous les jours des magistrats, on y est très attachés. La justice de proximité est quelque chose qui me tient à cœur, et vous le savez, j'ai tous les jours des retours où on me dit « ça fonctionne de mieux en mieux ». Il y a eu un certain nombre de retards, il y a l'impact de la Covid, il y a un certain nombre de choses qui font que, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas caché la situation, mais il y a de vraies améliorations qui ont été apportées, et surtout de vrais services qui sont rendus. Demandez aux avocats, par exemple, j'ai cité tout à l'heure, si à Lyon, Auxerre, et je ne sais plus quelle est la 3e juridiction que vous me citez, laquelle ? Paris. Alors, non. Trouvez-moi 5 avocats à Paris qui vous disent « nous, on n'a pas les copies de dossiers dématérialisées ». Non, mais voilà. Je veux bien que de temps en temps, si vous voulez, on signale ce qui ne marche pas, mais là, on est sur quelque chose de tout à fait factuel. Et on ne peut pas donner à ceux qui nous écoutent en particulier l'idée ou l'image qui serait fausse, que le numérique dans la justice n'a pas considérablement progressé, qu'il n'y a pas de véritables avancées. J'ai priorisé, moi c'est ce que j'ai fait tout de suite, parce que ce qui me tient à cœur c'est la proximité, pour prendre un certain nombre de thématiques partant du principe que qui trop étreint mal embrasse, on a réduit à 12 grands chantiers pour les mener à leur terme, et Madame la Ministre vient de rappeler que ce n'est pas dans la perspective 2030, c'est pour certaines d'entre elles dans les mois qui viennent, et pour d'autres dans 1 an et demi, mais on aura bouclé tout cela dans les délais. Cassiopée par exemple. Vous me demandez, je réponds un peu précisément. La conception de Cassiopée... Alors, autant il n'y a aucune difficulté en matière procédure pénale numérique. Pourquoi ?
parce que les applications informatiques de la PPN sont pour l'instant dédiées au stockage des dossiers. En revanche, la conception de Cassiopée rend très complexe et lourd l'intégration de réformes législatives successives. Pour la mise en œuvre du CJPM, mes services ont revu toute leur organisation. Le gain, il doit être net par rapport aux précédentes réformes. Et pour le long terme, le sujet, c'est moins la refonte de Cassiopée, on est au cœur de votre question, que l'évolution de notre doctrine en matière de trame. Pensez, Madame la sénatrice, que pour les jugements pris sous l'empire du futur CJPM, mes services doivent coder des trames de 160 pages, modifiables à volonté. C'est un travail de fond qui n'est pas prévu dans l'actuel plan de transformation numérique, mais qu'il faudra mettre à l'agenda à bref délai. Donc, Cassiopée, nous sommes en train également d'y travailler. Et Cassiopée donne également d'excellents résultats, même s'il y a ces difficultés sur lesquelles, d'abord, nous travaillons et nous avons parfaitement conscience des difficultés qui ont pu se poser. Mais je me permets de parler au passé, moi, sur ces questions. Et enfin, sur la Junip. Alors, sur la Junip, la Junip, moi, je ne l'avais pas initiée. La Junip, j'ai hérité de ce bébé, si j'ose dire. Je me suis rendu compte que, d'abord, c'était très éloigné de mes préoccupations de proximité, que sur le plan budgétaire, il fallait qu'on embauche beaucoup de monde, que ça coûterait bien plus cher que ce que nous avions imaginé. Et par ailleurs, le numérique permet de pallier les difficultés inhérentes au fonctionnement de la Junip. Donc on estime que la Junip est trop loin de notre réalité pour la conserver. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la dématérialisation du contentieux en l'espèce, mais le choix de centraliser en une juridiction unique la procédure rapide de traitement de l'impayé nous semble, dans ce contexte économique difficile, assez peu compatible au fond avec l'objectif du gouvernement qui est de renforcer une justice proche du justiciable, qu'il soit créancier ou débiteur. Voilà pourquoi la Junip n'est plus, Madame la sénatrice, à l'ordre du jour. Merci, Monsieur Le Garde. Madame la ministre souhaitait répondre, puis après, je donnerai la parole à Monsieur Thani Mohamed Soilihi. Monsieur Reichardt, alors c'est très court. Très court. Juste pour remercier Monsieur le Garde des Sceaux de l'information qu'il m'a donnée concernant la commission d'harmonisation du droit local, mais Monsieur le Garde des Sceaux, ma question portait sur la numérisation du registre des associations. Alors vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant, c'est très technique. Mais si vous pouviez me faire donner une réponse, ce serait bien. D'abord, on va refaire la commission, puis ensuite... ça n'a rien à voir, Ce sont bien deux choses différentes. Oui. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, moi, il y avait 3 points sur lesquels, au vu des questions, je voulais revenir. D'abord, sur l'ergonomie des applicatifs métiers pour les agents. Là, je vous parle de l'ensemble des applicatifs métiers, de l'ensemble des agents publics. Et d'une stratégie, comme je vous l'ai dit, c'est de dire dans le plan de relance, 200 millions d'euros pour les outils des agents, 200 millions d'euros pour les démarches numériques, je vais y revenir, et 88 millions pour les collectivités. À chaque fois que, dans le plan de relance, dans les différents crédits, mon ministère, avec l'ensemble des ministères, appui, soutien, finance, nous testons les applicatifs métiers avec les agents. Et nous sommes passés dans l'ensemble de la transformation de l'État dans une logique d'amélioration continue. C'est une rupture totale parce que vous savez comment les choses se faisaient avant. D'ailleurs, le ministère de la Justice, dans le temps d'avant, a quand même eu beaucoup de procédures où on signait un cahier des charges, on laissait des gens travailler pendant 7 ans, revenait le bébé et on nous disait voilà, il est livré.